20 secondes. On est bien là? On a le temps là? T'as remonté tes chaussettes, Thierry? Qu'est-ce qu'on va encore raconter dans ce journal du Tour? Moi, je me pose la question. On a vu quand même pas mal de choses. Ouais, il fait chaud ici. Je sais pas si je vais arriver à finir avant de balayer carrément sur le côté, mais en tout cas, je suis... Bon, du calme derrière, on n'entend rien, on entend que vous là. Il faut que je dédie. 5. Salut tout le monde, alors on se retrouve pour le 6e journal du Tour déjà. Ça fait déjà voilà, 5 émissions qu'on a fait, notre 6e journée, sous un magnifique soleil. Donc ici à côté de Reims, on est sur la base 112, c'est ça? Ouais, la base 112, une ancienne base aérienne qui sert de terrain d'expérimentation pour des agriculteurs. Et puis il y a plein de structures qui font des essais. Je ne me rappelle plus du nombre d'hectares, mais il y a 200-300 hectares ici. Et voilà, c'est un site qui accueille aussi les culturales. Oui, alors on est sur le site ici de Syngenta, ou plus précisément de Visée Zéro Impact, dont on va parler avec François-Xavier tout à l'heure. Alors on va d'abord commencer par dire ce qu'on a fait. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on a fait hier soir après le journal du Tour. Parce que moi j'ai été visiter l'AgriLab, donc qui se trouve à Beauvais, donc qui est juste à côté du Nil-la-Salle. Et puis j'ai pu découvrir leur Farm Lab. Alors c'est un peu voilà, cette espèce de... C'est un laboratoire qui permet tout simplement de fabriquer des choses. Moi j'ai rencontré un jeune agriculteur qui avait construit un robot pour permettre de le suivre et porter des charges lourdes. Et on peut aller là-bas avec des plans ou tout simplement des idées et trouver tout le matériel nécessaire pour pouvoir, j'allais dire, utiliser ça et puis le mettre en avant, le mettre en forme. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Et il t'accompagne un peu comme on connaît dans le monde des startups. Exactement. C'est un espèce d'incubateur à idées. Et toi, tu arrives avec un côté agriculteur. Tiens, j'ai une idée, un poste à souder, machin. Mais il t'accompagne aussi sur la dimension projet, sur la dimension marketing éventuellement. Et pour que ça ne reste pas un projet anonyme, mais un projet qui potentiellement puisse accéder au marché, quoi. Exactement. Donc on a cet ensemble-là qui est vraiment intéressant, cet écosystème qui permet de comprendre exactement, qui donne à disposition des outils pour celui qui veut le faire. Et en plus, c'est très peu cher, donc on peut y accéder pour pas grand-chose. Je pense qu'il faut en profiter. Et ensuite, on est décollé, ou plutôt c'est toi qui as décollé ce matin, de bonne heure. Oui. Donc à quelle heure t'es parti? 6h pétante, je décollais. Alors c'est un genou parce qu'on était juste à côté de l'aéroport de Beauvais. Hein. Et la route était bonne. Hein. Ça va, jusqu'ici. Hein, donc c'était direction les culturales. On s'est arrêté, on a fait un crochet par le chemin des dames parce que voilà, comme on l'a déjà fait, on aime bien mettre un peu d'historique, un peu de culture dans ces moments du tour. Et donc ici, on est vraiment à 2 pas du chemin des dames. C'était difficile de pas faire un petit focus, un petit clin d'œil sur l'histoire et puis aussi cette histoire et l'impact sur l'agriculture. C'était intéressant parce qu'on a rencontré Noël qui nous a expliqué un peu toute cette rencontre, toute cette histoire qu'il y avait en relation entre l'agriculture et puis les dégâts qu'il y a eu aussi pendant la guerre 14-18. Hein. Moi je me rappelle avoir fait une vidéo qui s'appelait Du champ de bataille au champ de patates, mais là il y avait vraiment un sujet intéressant. D'ailleurs on va en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment de la matière qui permet d'expliquer cette histoire, alors qui date d'un siècle maintenant, hein, mais qui permet quand même de bien relativiser les conséquences que ça a pu avoir sur des années encore plus tard, étant donné que lui il a encore 30% de son exploitation qui est en zone rouge, donc il ne peut pas être utilisé parce que c'est pas encore déminé et ça lui coûterait trop cher de devoir le faire, donc c'est assez incroyable, quoi. Ouais, il nous expliquait, alors en tout cas pour Noël, hein, qui est au cœur d'une zone de combat assez violente, hein, on a eu l'occasion d'ailleurs de se balader sur un village qui n'existe plus. C'est un bois avec des trous partout. Qui a été reconstruit un peu plus loin. Avec des centaines de morts sous nos pieds. Voilà, cette histoire. Et lui, donc, il a des pâtures tout autour. Il nous disait aussi qu'il a, tout au long de sa carrière, perdu des vaches tous les ans. Des vaches qui, en broutant, en fait, arrachaient des fragments de terre avec de la ferraille, des morceaux de barbelés essentiellement. Et donc voilà, tout éleveur sait qu'on se perfore leur humaine et tout ça, donc il faut les mettre des aimants. Bon bref, 1 à 2 vaches par an comme ça pendant les années. Enfin c'est qu'une anecdote qu'il nous a donnée, mais franchement c'était assez fort. Il y a des choses intéressantes. Ouais. Et puis de montrer effectivement le lien quand même avec le monde rural.
où pendant cette guerre, on va pas refaire l'histoire, mais le monde rural était en première ligne. Les agriculteurs étaient les premiers sur le front, avec tous les impacts qu'il y a eu derrière, même la place de la femme qui a découlé de tout ça aussi. Enfin bref, il y a tant de choses à raconter, quoi. On pourrait en faire une émission complète, je pense. C'est clair. Et puis ensuite, on a pris la direction. Alors c'est moi qui ai repris le volant. J'ai eu le plaisir de profiter du test PCR voilà, ici en arrivant. Alors pour ceux qui se posent la question de venir ou pas au Cultural, honnêtement, c'est hyper bien organisé. Vous passez pas de temps parce qu'il y a plein de tentes. C'est vraiment très, très bien fait. Vous passez 10 minutes, vous avez un petit test PCR et puis vous pouvez venir. Et moi franchement j'ai beaucoup de plaisir à renouer avec les salons. Voilà, ici juste à côté dans le stand on est encore en train de discuter, on est en train de parler. Ça nous manquait beaucoup et ça je trouve que c'est important, quoi. Et surtout pour ceux qui se diraient ouais alors là moi je suis à la campagne, j'ai l'habitude de pas mettre de masque et puis le PCR c'est pas pour moi. Franchement c'est pas désagréable, enfin c'est pas trop désagréable, c'est acceptable. Voilà, on peut faire l'effort, on peut venir, il n'y a pas de souci et profiter de cette nouvelle dynamique. C'est un peu comme dans la pub, est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal, au contraire, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de se retrouver. Voilà, exactement. Voilà. Et ça m'a fait penser aussi de poser la question aussi aux gens de chez Michelin parce que on a fait beaucoup de routes là ce matin. Il y avait quand même un petit peu de parcours. Et donc, je sais qu'ils ont sorti une gamme de produits intéressants. Et donc, j'ai parlé à Guillaume, j'ai demandé à Guillaume de m'expliquer comment on pouvait utiliser aussi des tracteurs sur la route et comment on pouvait optimiser ces pneumatiques. Et donc on a un sujet là-dessus. Voilà, je pense que Guillaume, tu peux le lancer. Salut Thierry. Ça va? Ça va et toi? Ça s'est bien passé ce matin du coup? Bah écoute, pas mal, on a fait un peu de route, hein. On était sur Beauvais, on arrive ici aux portes de Reims quasiment. Donc quand même un petit peu de kilomètres, quelques heures. Bon ça va, c'est JB qui a pris en main le tracteur donc, sur une partie, puis moi sur le reste. Ça me fait penser que, je me dis, on roule avec voilà, des pneus comme ça plutôt agricoles. Mais vous avez une gamme aussi de pneus qui sont un peu plus adaptés à la route. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ces pneus-là? Alors effectivement, voilà, vous avez fait le trajet comme tu disais avec la gamme Omnibib qu'on a présentée donc, précédemment. Et ici donc on a la gamme Roadbib. Alors Roadbib pour les plus familiers avec l'anglais, donc Road qui désigne route, effectivement. Et un focus particulier sur cette dimension en fait, qui est une des dimensions les plus représentées du marché qu'on a sorti assez récemment. Donc 650-65-42 pour l'arrière et 540-65-30 pour l'avant. Et effectivement on est... Le constat en fait c'est que la part d'utilisation route est de plus en plus importante aujourd'hui sur les exploitations agricoles. Ouais. Chez les entreprises aussi parfois ou chez les des activités spécifiques. Effectivement. Et du coup on considère qu'un tracteur qui fait donc 50% de route dans son temps d'utilisation fait 80% de kilomètres, ce qui est juste énorme. Oui. Donc raison pour laquelle on a développé cette série-là, qui se décline en fait aujourd'hui en 3 types de dimensions, donc 1m95, 2m05 et 2m15. Donc on est sur des grands gabarits. On est sur des grands gabarits. On va dire que les premiers équipements, en fonction du diamètre maximum homologué sur le véhicule, on va pouvoir les commencer autour de 160-170 chevaux. D'accord. Et puis après, donc jusqu'en 2m15, donc sur les tracteurs les plus puissants qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. D'accord. Et donc ceux-ci sont plus adaptés. Alors aujourd'hui en plus c'est le lancement d'une opération de sécurité routière. Il y a une adaptation aussi, une meilleure tenue de route pour ce type de véhicule, ce type de pneu là par rapport à un pneu agricole classique. Alors effectivement, si on regarde donc la bande de roulement en elle-même du pneumatique, ici on est sur un profil qui est beaucoup plus carré, donc avec des épaules vraiment on marquées. le voit, c'est pas arrondi comme ici. Voilà, c'est moins arrondi. On va se rapprocher, je mets des guillemets, mais davantage de ce qu'on va trouver sur un pneu poids lourd par exemple, avec des épaules vraiment bien carrées et un comportement routier qui va être amélioré par rapport à un pneu agricole. Plus agréable en conduite aussi alors. Plus agréable à conduire, plus agréable en confort et plus agréable et plus sécurisant également. Le comportement routier sera vraiment amélioré. Et moi je l'ai vu sur les pistes à la Doue une fois où vous étiez amusé à faire des essais avec un pneu comme celui-là et puis le même équipement tracteur et un pneu comme celui-là. Et vous coupiez entre guillemets le moteur, on appuie sur l'embrayage, on roulait à 30. Et j'ai vu le nombre de mètres réalisés en plus avec cela, ça veut dire que je vais consommer moins globalement aussi avec des pneus comme ça. C'est ça. Alors en fait le test que tu évoques, c'est un test qu'on fait régulièrement, ça s'appelle le test de résistance au roulement. Donc résistance au roulement, qui dit résistance au roulement dit perte d'énergie. Donc on considère qu'à dimension équivalente avec un pneumatique comme ça, on pourra faire 5% d'économie de carburant par rapport à un pneumatique traditionnel dans les conditions classiques en fin de compte. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose en fait c'est la longévité qui sera également améliorée. Donc c'est lié au profil du pneumatique, au mélange de gomme qu'on va pouvoir trouver là-dessus également, qui vont permettre donc d'améliorer la durée de vie qu'on estime à 25% par rapport à un pneu classique traditionnel à même dimension. Donc une économie aussi dans le temps, j'allais dire par rapport à l'usage quoi.
C'est ça. Donc un pneu destiné à plutôt côté, enfin celui qui va faire beaucoup de routes forcément. C'est ça. Et tu me disais que ces pneus-là, l'été sur sol sec, ils ont aussi une bonne adhérence, il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Alors, effectivement, si la première attente, c'est de faire du labour en conditions humides, c'est pas ce type de pneumatique. Si c'est pour du travail du sol et respecter son sol, on reste sur des pneus. C'est très clair, on reste sur des pneus. Ceci dit, une performance en fait qu'on n'imagine pas forcément, c'est qu'on a fait des tests, des mesures également. C'est un pneu comme ça, donc en terrain sec, pour faire des travaux du sol en terrain sec l'été, on arrive à avoir un gain de performance en fait en termes de traction par rapport à un pneumatique classique de notre gamme. Ben, c'est lié en fait au nombre de barrettes qui vont être en contact avec le sol, parce qu'ici on a bien un rive central, une bande de roulement, une continuité qui apporte du confort sur route, mais on a gardé en fait la philosophie d'un pneu agricole classique avec des barrettes qu'on retrouve de part et d'autre donc de la bande de roulement. Ok, donc une solution proposée qui peut aussi servir pendant la période d'été, là où on n'a pas peut-être plus de transport, et puis changer pourquoi pas l'hiver à l'occasion quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, bah merci pour cette présentation, et puis j'en sais un peu plus sur les pneus, et puis vous pouvez au moins découvrir aussi les possibilités de moyens différents, j'allais dire, de s'équiper en pneumatique. Merci Thierry. Merci Guillaume. Voilà, alors c'était un reportage, je pense, intéressant, d'arriver à comprendre aussi qu'on peut avoir des usages de pneumatiques adaptés à son utilisation. Et pourquoi pas faire des économies avec. Alors je reviens sur ce qu'on a fait ce matin, parce que moi j'ai oublié de dire que j'avais eu la chance de rencontrer le nouveau grand patron de NGPA, donc du groupe France Agricole, Hervé Noiret, avec qui j'ai pu discuter un petit peu justement communication, réseaux sociaux. Lors de ton interview tracteur. Lors de mon interview tracteur, comme celle qu'on a régulièrement. Il m'a fait l'extrême plaisir de sortir mon bouquin de son sac. Bon, en même temps, c'est aussi le groupe qui a édité, voilà, la France Agricole a édité quand même dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Mais en même temps, ça me fait plaisir de voir que le grand patron s'intéresse à ça. Et donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir parler de ça. Et puis donc on est arrivé donc, sur ce salon. Plaisir de pouvoir rencontrer du monde et puis rencontrer des abonnés aussi. Alors je ne sais pas si toi tu as rencontré beaucoup d'amis. Bah oui, des contacts pro, quelques youtubeurs aussi là, quand je t'ai vu. Il y a Gilles qui est passé. Il y a Gilles, il y a Bruno, il y a Vincent. Alors là, ce sont les tweetos. D'ailleurs, j'ai pris une toute petite image pour se démasquer pour une bière, donc pour faire un selfie avec eux. Il y avait Bruno, il y avait Hervé, il y avait Nathalie, avec les stars de Twitter. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de revoir les tweetos. Un petit coucou à tous les France Agri tweetos voilà, qui nous suivent. Tiens, et en parlant de ça, demain soir, on a un petit événement où on invite aussi un petit peu de monde. Ah ouais, alors déjà, je crois que demain, pour les tweetos, il y a déjà plusieurs apéros, donc vous devez être au courant. Et effectivement, il y a un événement international, modeste, mais tout à fait intéressant quand même dans ce concept. C'est un apéro à 18 h sur le stand du Co-Farming pour parler du lancement de l'association Les Agriculteurs ont du cœur. En fait, on avait lancé une opération, je ne sais pas si tu t'en rappelles, au mois de mars. Oui. Voilà, avec des pendant étudiants notre premier tour. Voilà, il y a un collectif de gens qui s'aiment bien qui avait lancé une opération pour stimuler le don alimentaire quand on voyait ces étudiants qui étaient en galère. Et en fait, après cette opération qui en 3 semaines a permis de collecter 100 tonnes de denrées alimentaires. C'est pas mal, hein. Ouais, en s'appuyant sur les réseaux existants avec Solal, avec la banque alimentaire. On s'est dit mais en fait il faut durer dans le temps et on va continuer à mettre en avant des choses que le monde agricole fait de bien en plus que de faire à manger, des choses humanistes, des choses du partage et donc toute initiative qui sont formidables sur le terrain, on va essayer de les mettre en avant pour faire encore une fois la promotion du monde agricole. Et donc voilà, on a officialisé en fait cette association et donc demain à 18 h, tous ceux qui veulent venir, on pourra réexpliquer, surtout boire un coup. Et puis on est en train de préparer un petit événement pour le salon de l'agriculture. Mais on n'en dit pas trop. On n'en dit pas trop, mais bon, en tout cas, vous pourrez donc nous retrouver sur le stand du Co-Farming. Voilà, il y aura Jean-Paul Hébras, il y aura plusieurs personnes, peut-être d'autres tweetos. Je sais que Bruno, par exemple, Cardo, sur Twitter, m'a dit bah ouais, tiens, je passerai peut-être. Et puis avec ses cheveux. Avec ses cheveux, peut-être, avec sa guitare, peut-être. Peut-être qu'on fera un petit karaoké, une petite chanson avec lui, ça pourrait être sympa. Voilà, donc c'est vraiment le plaisir de pouvoir discuter. Alors, avant de parler avec François-Xavier donc de
je vais dire de la démarche Viser Zéro Impact, moi j'ai pu rencontrer Olivier qui est un autre tweetos aussi, mais qui bosse chez Syngenta. Et on a des sujets sur la méthanisation en ce moment. D'ailleurs, on va en parler d'ici la fin de semaine. Ouais, vendredi matin, un méthaniseur. Voilà, et il m'a montré donc comment, avec des orges hybrides, on pouvait aussi avoir de l'intérêt pour de la méthanisation. Donc voilà, on peut lancer le sujet. Bon, bah là, je suis avec Olivier, un autre, j'allais dire, adepte de Twitter, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ici, toi, tu présentes, voilà, tu démontres pour Syngenta l'utilisation d'orge hybride. Absolument. Essentiellement en méthanisation. Alors, qu'est-ce que ça apporte l'orge hybride en méthanisation par rapport à un seigle qu'on a l'habitude d'utiliser? C'est vrai que dans la tête des principaux agriculteurs, on imagine que la biomasse vient essentiellement de la hauteur. Ouais. C'est pour ça qu'on pense souvent à choisir du triticale ou du seigle hybride ou conventionnel, comme on le voit, il y a des grandes hauteurs. Hein. Et en fait, en faisant des biomasses, en mesurant les biomasses, on s'est rendu compte que l'orge hybride était naturellement, on le sait par les travaux qu'on a pu faire, une orge hybride c'est assez volumique par rapport à une orge conventionnelle. Ouais, il y a toujours plus de masse. Il y a toujours plus de masse, on le voit. Et en fait, on se rend compte que cette biomasse, elle est très importante sur les premiers 1,50 m, 1,60 m, ça dépend. Et on se rend compte que l'orge hybride, au final, est beaucoup plus productive que du seigle hybride. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont également des pouvoirs méthanogènes qui sont légèrement supérieurs au seigle. Donc ça veut dire que pour un agriculteur méthaniseur qui choisit de faire une cive d'hiver, l'orge hybride, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer par sa taille, est en fait beaucoup plus productive ou équivalente à un seigle hybride. Ok, alors il y a souvent un inconvénient qu'on donne aux hybrides, c'est forcément leur coût de semences. Bien sûr. Mais tu me disais qu'a priori ça pouvait être rattrapé par le fait que ce soit avec un meilleur capital méthanogène. Absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour simplifier les calculs, je vais prendre 1 euro du normomètre cube. Aujourd'hui, un investissement entre une orge hybride et un seigle hybride, il faut compter entre 30 et 50 euros de l'hectare. C'est-à-dire qu'il suffit de faire que 50 ou 70 normomètres cubes de plus à l'hectare pour rentabiliser l'investissement des orges hybrides. L'investissement se compense. Quoi. Voilà. Donc pour nous, c'est pas le frein majeur. Et puis on a également des solutions qu'on peut améliorer par rapport à des aspects de prix avec des mélanges. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est tous les bénéfices qu'apporte l'orge par rapport au seigle. On peut peut-être en parler. Ouais, tu m'expliquais tout à l'heure que l'orge, l'avantage, c'est que si jamais en volume, tu étais couvert, voilà, le gars qui a son méthaniseur dit bah tiens, j'en ai assez, j'en ai trop. Ouais. L'orge, tu vas la valoriser, le seigle, exactement. Ça va être compliqué. Exactement, c'est-à-dire que ça offre vraiment une flexibilité par rapport au débouché, par rapport au cours. Et en fonction du besoin du méthaniseur, il va y avoir une grande flexibilité de débouché. Et effectivement, soit je vais la mener jusqu'au bout pour la mener à faire du grain et de la paille, pour la valoriser comme une orge traditionnelle et bénéficier de tous les avantages de l'orge hybride. Aussi la tolérance maladie, on ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi un des atouts des orges hybrides. Ou au contraire, j'ai besoin d'alimenter mon méthaniseur et à ce moment-là, je fais une fauche, en général au stade grain laiteux. Donc c'est un peu avant ça, là on est pâteux. C'est un peu avant ça, voilà, on est un peu pâteux, c'est un petit peu avant. Et nous, ce qu'on a mesuré depuis maintenant 2 ans en moyenne, sur une orge hybride, on est entre 10 et 12 tonnes de matière sèche. D'accord. Donc c'est quand même très conséquent. C'est conséquent, ouais. Et cette année, les conditions vont être encore plus intéressantes sur l'orge hybride. Parce que comme on le voit, les orges hybrides sont vraiment très belles cette année. Et là, on a déjà des premiers échos autour de 20 tonnes de matière sèche. Voilà. En Bretagne, par exemple, où là, moi, on ne me verrait plus. L'orge arrive à 1,60 m. Donc là, c'est clair que c'est assez impressionnant. Bon, et moi, on ne verrait plus derrière les seigles, par exemple. Mais là, ce que vous avez fait, c'est un mélange triple, c'est ça? Seigle, triticale et puis orge, pour avoir différents niveaux et puis optimiser encore j'allais dire le rendement à l'hectare, tout en diminuant le coût de semence. Donc on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des synergies à faire des mélanges, parce que là on va faire le maximum de biomasse sur une hauteur donnée. C'est-à-dire que la biomasse du bas va être produite par l'orge hybride. Ensuite, le triticale, en général, reprend le relais sur des épis qui sont un peu plus hauts et qui vont apporter aussi une tenue à la verse par rapport au seigle hybride qui revient un peu plus haut. Et comme vous le voyez dans le mélange, là il y a 3 étages où on a l'orge, le triticale et le seigle. Et ça permet comme ça de maximiser la production de biomasse sur l'ensemble de l'espace disponible, entre guillemets. Ok. Alors où est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter? Alors moi c'est @bordolivier. D'accord. Ou alors éventuellement regarder sur le site de Syngenta pour retrouver les infos. Quoi. Voilà. Ok. Merci Olivier. Merci. Bonne fin de tour. Merci. Au revoir.
Thierry, là, j'ai fini les pauses. Bah écoute, je profite du S-Clean pour me laver les mains en passant. Tu sais, c'est l'appareil qu'on a sur notre tracteur du Tour, qui nous a gentiment été mis à disposition par l'opération Visée Zéro Impact. Ah ben je vois que vous avez profité pour nous mettre une petite nous aussi coupe. on a un S-Clean mais pas pareil. C'est pour aussi nettoyer le gosier, tu vois. Ça fait du bien aussi de ce temps-là. Il y a de la poussière culturelle. Bon, alors François-Xavier, explique-nous un petit peu ce qu'est la démarche Zéro Impact. Quel est l'objectif que vous avez chez Syngenta pour proposer des dispositifs qui aident les agriculteurs à mieux aborder les phytos? La démarche Visée Zéro Impact, le mot visée aussi a son importance, hein, c'est vrai. Donc je défends cette démarche dans le cadre de l'équipe du groupe Agriculture Durable, qui est dans une direction technique à Agriculture Durable. L'objectif, en effet, c'est d'accompagner les agriculteurs, surtout initialement créé en 2004, sur l'accompagnement et l'utilisation des produits phytosanitaires. Dans cette ambition Visée Zéro Impact, c'est zéro impact sur l'environnement, sur la sécurité et santé de l'agriculteur, principalement environnement, biodiversité, protection de l'eau. Donc on a différentes missions dans l'entreprise, d'accompagner nos équipes, les distributeurs avec lesquels on travaille, mais aussi les agriculteurs en direct. Ok, bah c'est une belle démarche. Alors c'est vrai qu'il y a des dispositifs comme le S-Clean, il y a des dispositifs, alors comment ça s'appelle cet appareil-là? Ça s'appelle l'Héliosec. L'Héliosec, donc il permet de, mettre ces effluents phyto inutilisés, les laisser dessécher et puis fermer la bâche et hop, on peut l'envoyer en traitement. Exactement, un système homologué de gestion des effluents à la ferme. Donc ça, c'est le nouveau format 2 mètres carrés qui est monté sur une dalle métallique, donc il n'y a pas besoin d'air bétonné pour l'installer, donc c'est assez un avantage. Ça peut traiter jusqu'à 1000 à 1500 litres d'effluents à l'année. On roule le truc sous la cuve là. C'est une nouveauté en effet qui s'appelle le S-Collect. Et l'idée c'est d'aider l'agriculteur pour plutôt que de gérer les dilutions au champ de ces fonds de cuve, c'est plutôt de le ramener à la ferme. Et celui qui n'a pas d'air étanche, bétonné étanche, il utilise ce S-Collect, il le met sous la vanne du pulvé et il récupère son fond de cuve. C'est équipé d'une pompe qui se met en route automatiquement et qui renvoie ce fond de cuve dans l'Héliosec. Ok, donc c'est des outils pour, nous aider. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est un peu du greenwashing par rapport à Syngenta? Est-ce que c'est une façon de se dédouaner ou de nous accompagner? Tabou, là. C'est souvent la question qu'on nous pose, en effet. Chez Syngenta, cette équipe fonctionne depuis 2004. On a toujours travaillé avec un réseau d'agriculteurs en fait, qui étaient un peu nos testeurs. C'est eux qui nous donnaient le cahier des charges de ce qu'on devait créer. Je prends l'exemple qu'il y a derrière nous du S-Protect, donc les équipements autour des EPI au moment de la préparation de la bouillie. On a fait tester ça avec des réseaux d'agriculteurs pour que vraiment ils nous donnent leur cahier des charges, de quoi ils ont besoin, que ce soit facile à mettre, à installer. Et donc, quand on arrive à des outils qui sont aussi concrets que l'Héliosec pour gérer les effluents, le S-Protect ou le S-Clean pour se laver les mains quand on n'a pas de point d'eau, ça ne peut pas être du greenwashing. Ok. Et alors, j'ai une question là aussi, elle n'est pas très poétiquement correcte. On vous l'offre, c'est des trucs qu'on nous offre au bout de 10 bidons achetés ou c'est des équipements qui s'achètent chez Syngenta? Non, pas du tout. En fait, nous, Syngenta, on ne commercialise pas tous ces outils. Donc, on travaille principalement avec une société qui s'appelle Solead qui nous fabrique tous ces outils. Nous, on conçoit, on fait la conception. Et c'est... Donc soit c'est commercialisé sur le site du fabricant Solead ou soit avec nos clients distributeurs agricoles qui se font le relais auprès des agriculteurs. Nous, on ne traite pas en direct avec les agriculteurs. D'accord, vous aidez dans la conception, dans la réalisation, vous avez le contact direct avec les agriculteurs et puis vous aidez à la mise en place. On ne commercialise pas les produits. Ok, très bien, merci. Alors demain, on va avoir encore pas mal de choses pour cette journée. Alors je vais profiter certainement du beau temps pour aller faire un petit tour sur le salon puis aller voir à divers endroits s'il y a des nouveautés, des choses comme ça. Je vais aussi être présent sur le stand tout simplement pour signer les bouquins, et en particulier en fin de journée. On l'a dit à 18 h, mais certainement un petit peu avant. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez nous retrouver à ce moment-là. Donc il y a la soirée à 18 h. Oui, et puis après toute la journée, en fait, sur le stand du co-farming, il y a aussi des startups, des partenaires. Donc il y a les partenaires à Michelin, il y a l'assurance Gann qui sont là, et il y a Valtra qui sont... Voilà, vous pouvez venir voir le nouveau série
N5. N150, donc voilà. Et voilà, venir le découvrir, enfin celui qui parcourt la France, là, venir le voir. Très confortable d'ailleurs. Hein. Et puis les startups, tiens, discuter avec les startups. Nous, on aime bien écouter les problématiques des agriculteurs et ça nous inspire. Et puis expliquer ce qu'on peut faire avec les différentes startups du co-farming. Et il y a tout un espace un peu original de fête foraine. Donc si vous voulez aussi vous rafraîchir les pieds, il y a une petite piscine pour venir se rafraîchir les pieds. On finira peut-être dans la piscine. Et le jeu concours. Ah, et le jeu concours, on l'a oublié. Tous les soirs, on finit par l'oublier, ce jeu concours. Heureusement que Guillaume et Ewen sont à la technique, sinon on s'en sortirait pas. Ouais, bah puis c'est nos aides-mémoire là pour le coup. Et donc le jeu concours, vous le retrouvez tout simplement en allant sur le site du co-farming, cofarming.info/CFT ou sur mon site internet agriculteur d'aujourd'hui. Vous vous inscrivez, vous pouvez gagner par tirage au sort à la fin de la semaine. Des lots, 150 € en bon d'achat chez Valtra, doudounes, aujourd'hui on n'en aurait pas eu besoin, des maquettes de chez Lemken, on a aussi d'autres lots. Plein de goodies, voilà des goodies, donc toujours pas le Valtra, à aller vous inscrire. Et en fin de Tour de France, donc ce sera en décembre certainement, on fera le grand tirage au sort avec certainement des très beaux cadeaux, dont un paquet d'heures de tracteur offert par Valtra. Voilà. Et puis d'autres lots certainement qu'on n'a pas encore, j'allais dire, dévoilés, mais qui arriveront d'ici là. Et aussi, ça j'ai une petite truc là, ça vient de me traverser l'esprit. Vous êtes peut-être en retard, vous n'avez rien prévu pour la fête des pères, normalement c'est dimanche. Vous savez pas quoi offrir, pensez au bouquin de Thierry. Ça fera un joli petit cadeau pour votre papa, pour votre papounet, pour votre grand-père. Pour 19,90 €, voilà. Sur les bonnes plateformes, sur le site de la France Agricole ou alors sur internet tout simplement. Voilà. Bon, bah nous on va peut-être trinquer pour se dire au revoir. Alors buvez mais avec modération bien entendu. Le petit breuvage champenois. Un petit breuvage champenois voilà, qui nous a gentiment été ramené. Voilà, bah écoutez, on vous dit bonne soirée. À demain, donc toujours dans les mêmes heures. Là, ça n'a pas été enregistré en direct, mais demain, ça ne sera pas non plus parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment de réseau ici. Mais en tout cas, profitez-en bien et surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!